Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co. Aujourd'hui je vous propose de vous parler de la Devact DW745. C'est une scie sous table que j'ai depuis maintenant 2 ans quasiment. Donc j'ai pas mal travaillé dessus, donc je suis en mesure de vous faire quand même un retour de mes impressions, de vous faire une petite visite guidée de la machine d'abord, et puis surtout de vous faire part des points forts de cette scie sous table, mais aussi de ses points faibles. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous envisagez d'en acheter une, donc au moins vous aurez tous les éléments pour bien faire votre choix. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti pour la visite. Donc cette scie sous table en fait elle est assez simple d'utilisation, très intuitive. Donc sur la partie inférieure ici vous avez donc les boutons marche arrêt. Vous avez également ici un petit levier qui permet de verrouiller l'inclinaison de la lame. Donc voilà, on voit bien que ça la bouge en même temps. Donc une fois que c'est réglé, c'est relativement stable, il n'y a pas besoin d'y revenir. Et puis cette manivelle ici sert à monter et à descendre la hauteur de lame. Donc pareil, une fois que c'est mis en place, il n'y a pas de mouvement parasite lors de l'utilisation. Ce qui est sur le côté, ici, là, c'est la manette qui permet de fixer, de verrouiller en fait la position du guide qui se trouve ici. Et donc on le règle grâce à cette petite molette là. Voilà, donc ça se décale. Et une fois qu'on a la position désirée, on verrouille. Pour permettre le réglage optimum, voilà, donc on a une règle de régulation. En fait, on n'en a pas une, mais deux. Donc il y en a une qui est jaune, et vous voyez, la blanche commence 10 cm plus loin. En fait, ça s'explique par le fait que le guide qui est ici, en fait, peut être positionné sur cet ergot-là, mais également sur celui-ci. Donc c'est très simple. On lève d'un côté, on lève de l'autre. Voilà. On positionne sur l'ergot qui est à côté. Donc sur le plus lointain. Voilà. La même de ce côté-là. Donc on rabat, on a un petit clip en métal ici qui vient se loger dans la rainure. On refait, vous voyez, rien qu'au bruit, on sent que c'est bien solide. Et ça nous permet en fait d'avoir 10 cm de plus sur la table de travail. Et donc vous voyez, quand on la décale au maximum, hop. Donc là je pourrais aller encore un petit peu plus loin. Mais on atteint un peu plus de 60 cm de distance entre le guide et la lame. Donc c'est quand même assez confortable comme surface de travail. Alors pour continuer les présentations au niveau des accessoires, donc on a ce guide ici qui peut être fiché dans les rainures qui sont sur la table. Alors la précision est quand même pas terrible, hein, mais bon, ça permet quand on a une règle ou un rapporteur au moins d'avoir un repère assez correct. Et une fois que c'est serré, c'est pareil, vous voyez, il n'y a pas spécialement de jeu, c'est vraiment assez solide. Il y a également un poussoir qui est assez sympa, moi je l'utilise tout le temps, il est très fin, il y a une bonne accroche en bec, donc c'est très bien. Et puis sur le côté aussi, on a là qui est derrière l'écrou à papillon, on a donc 2 outils qui permettent de démonter la lame et puis aussi d'enlever le couteau diviseur. Donc voilà pour la face avant. Maintenant, si on va dans la face arrière, eh bien, on va retrouver la sortie d'aspiration qui est ici. Et en fait, vous voyez, il y a une grande rainure qui permet en fait de faire suivre la bouche d'aspiration au fur et à mesure que la lame s'incline. Donc c'est vraiment important. Si vous la mettez comme moi, par exemple, dans un meuble, libérez bien cette partie-là, parce que sinon vous allez venir en buter et vous ne pourrez plus incliner votre lame. Donc voilà, c'est juste la petite précaution. Et donc en complément de cette sortie d'aération, vous avez également, au-dessus de la cape de protection, vous avez également une petite sortie qui permet d'aspirer les copeaux qui sont directement projetés par la lame lorsque la scie est en fonctionnement. Donc voilà, ça c'est les principaux éléments de la scie. Maintenant, ce que je vous propose, ça va être de passer aux points forts et aux points faibles de ce matériel. Alors pour commencer par les points forts de ce matériel, eh ben, le premier selon moi, c'est vraiment qu'il est compact. Vous voyez, en largeur utile, on est à peine une soixantaine de centimètres. Donc c'est vraiment pas tellement encombrant, c'est d'autant plus très stable. On a des pieds qui sont bien larges, qui sont prévus pour être antidérapants. Donc ça c'est très appréciable.
Et sur les poignées, alors on va peut-être pas forcément très bien le voir en raison du meuble, mais vous avez des poignées de préhension donc sur le côté qui vous permettent de les transporter si vous avez besoin de bouger sur un chantier, dans votre rénovation de maison, peu importe. En tout état de cause, que ce soit en statique ou en nomade, et ben cette scie fait vraiment bien son taf. Elle est vraiment stable et les vibrations qui sont engendrées par la scie ne sont pas parasites pour le travail qu'on fait, ça bouge pas dans tous les sens. Une fois que c'est calé, c'est calé. Donc ça, c'est pas mal. Pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que DeWalt a également prévu un trépied. Donc on peut le positionner sous l'appareil et ça permet de le maintenir à la hauteur désirée pour travailler plus confortablement. Voilà. Alors sinon, l'autre point fort selon moi, ça va être quand même ce guide qui se règle avec la crémaillère. Donc vous voyez, une fois que vous tournez la manivelle, tout est enclenché, non pas par des... non pas par des pièces en plastique, mais vraiment par du métal. C'est vraiment du costaud. Et même si le carénage est en plastique, ici, ben, le reste, c'est du dur, quoi. Donc c'est vraiment bien prévu. Il y a pas eu de problème dans toute l'utilisation que j'ai fait. Et je m'en suis servi plusieurs fois, quand même. Donc j'en suis vraiment très contente à ce niveau-là. C'est précis. Le guide, c'est pareil, il est très large, donc ça fait une bonne surface d'appui. Et puis voilà, quand il est fixé, ça ne bouge pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment très confortable. C'est pas un matériel forcément professionnel, bien sûr, mais c'est pas non plus un matériel bas de gamme, quoi. Donc on est vraiment dans un matos qui est fiable et qui tient bien la route. Voilà. Alors sinon, pour les points forts aussi, bah forcément la lame inclinable. Ça, pour moi, c'était vraiment un critère de décision qui m'a motivée. Moi, j'ai mis des lames de 250. C'est ce qui va dessus, en théorie. Après, pour l'alésage, il est possible de mettre des bagues d'adaptation, des bagues de réduction. Donc, vous pouvez adapter quand même pas mal de lames du commerce. Et puis, voilà, sinon, c'est une machine qui a vraiment la patate. C'est-à-dire que dès qu'elle est en route, tout de suite, ça tourne fort, tout de suite, ça tourne vite, et ça découpe, quoi. Ça rentre comme dans du beurre. Même moi, je déligne avec cette lame-là. Vous voyez, c'est pas forcément une lame qui est prévue pour, ça va être une 48 dents. Donc, on est loin des 24 dents réglementaires. Mais en tout état de cause, ça passe, quoi. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Et puis, bon, petite anecdote. C'est vrai que j'ai trouvé l'idée sur un post qui a été fait sur l'air du bois. Ce guide-là, qui est réglable et qui est quand même relativement précis, eh ben, il peut servir en annexe pour une machine complémentaire, par exemple ma défonceuse sous table. Donc, je ferai une petite vidéo sur le principe de mise en place de cette défonceuse sous table. On peut très bien ficher un support dessus qui va permettre de connecter une aspiration, etc. Donc, en fait, ce guide... bah, il peut être utile au-delà de la scie dans le cadre de l'atelier de la menuiserie. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est les points forts du matériel. Maintenant, en ce qui concerne les points un petit peu négatifs, bah, le premier, ça va forcément être le prix. C'est-à-dire qu'on a une machine qui est facilement au-delà de 500 €, auquel il faut souvent ajouter les frais de port, en sachant que outre-Atlantique, il est plutôt disponible aux alentours des 400 $, donc ça ferait plutôt les 350 €, donc ce qui est un petit peu dommage. Voilà. J'y pense parce qu'on les voit là un petit peu, les traces blanches, c'est pas du tout de l'usure, c'est un spray qui permet d'améliorer la glisse du bois que j'ai mis. Par contre, on voit bien quand même des traces ici, qui sont liées à un plateau que j'avais fabriqué pour scier des pièces qui n'étaient pas forcément très larges, un petit chariot. Bon, bah visiblement, le revêtement n'a pas forcément tenu. En même temps, les allers-retours répétés ont eu raison, mais bon, c'est une petite critique. C'est vrai que le dessus n'est pas forcément très très résistant au fur et à mesure des passages. On le voit là, il y a de l'usure quand même qui est marquée un peu partout. Donc voilà, c'est lié au fait aussi qu'il n'est pas forcément très plat, je l'ai remarqué, parce que si ça avait été vraiment très plat, l'usure aurait été régulière partout. Or, il y a des endroits où on voit ça a bien plus frotté que d'autres, alors que le bois forcément suit toujours le même trajet. Donc on a déduit forcément que la surface n'est pas très plane. Donc ça c'est peut-être une petite critique qu'on peut faire. Après dans le cadre des petits travaux que moi je mène, ça n'a pas eu d'incidence majeure jusque-là. Voilà, faut être tout à fait honnête aussi. Sinon pour les critiques complémentaires, le réglage de la lame, c'est vrai qu'en fait pour régler cette lame-là, en tout cas pour régler le parallélisme de la lame, il faut accéder à deux vis qui se trouvent à chaque extrémité en dessous de la table. Et elles ne sont pas forcément accessibles, à moins qu'on démonte vraiment tout le carénage, ce qui n'est pas forcément souhaité. Donc c'est vrai qu'entre le moment où on dévisse les petites vis, qu'on règle la lame, qu'on y retourne, etc., ça bouge 3 fois.
Donc ça, c'est pas vraiment le moyen le plus facile, d'autant plus qu'elles sont vraiment pas accessibles. Donc faut vraiment de la patience, faut y aller doucement. Mais bon, ça se fait. Mais voilà, on est content que ça tienne une fois qu'on l'a fait. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Ensuite, je vais peut-être vous faire voir ça. Dans le couteau diviseur, en fait, pour l'enlever, il y a un système qui est assez ingénieux, mais qui a quand même quelques défauts. Je vais chercher un tournevis et je vous fais voir ça. Donc pour accéder à la lame et enlever le couteau diviseur, les étapes sont assez simples, hein. Il suffit déjà d'enlever cette petite cape de protection, donc il y a un petit écrou papillon, et après, par simple glissement, on l'enlève. Voilà. Ensuite, il faut enlever cette vis ici. Ces vis-là, là, les 4 autres, servent à régler la hauteur du plateau jaune par rapport à la table. Donc, on dévisse ça. Voilà, à peine un tour. Et on accède au ventre de la machine. Voilà, donc, ici, vous avez donc l'écrou qui permet d'enlever la lame. Alors, on est d'accord, la lame est vraiment dégueulasse. Ça fera l'objet justement d'une vidéo pour trouver des solutions pour les laver. Donc, n'hésitez pas à regarder en fin de vidéo. Je ferai en sorte de vous mettre le lien. Donc, pour le couteau diviseur, j'y reviens. Donc, c'est vrai que j'avais pas forcément trouvé l'info tout de suite dans la notice. Et j'ai cru bon, en fait, la première fois, d'enlever carrément cet écrou-là. Ce qui était une erreur, parce qu'en fait, cet écrou-là, il faut juste le dévisser de moitié. Et puis après, il agit comme un bouton poussoir. C'est-à-dire qu'il faut appuyer dessus pour délivrer le couteau diviseur. Et du coup, ces vis-là, moi, je les avais dévissées, naïvement. Et c'était une erreur, il fallait vraiment les laisser en place. Ce qui fait que je me suis rendu compte, en fait, qu'il y en a qui étaient partis. Il n'y a pas longtemps, j'ai enlevé mon couteau diviseur et je me suis rendu compte que voilà, certaines vis étaient absentes. Donc je les ai remplacées. Et puis maintenant, j'ai mis du frein filet, histoire de bien les conserver en place. Mais du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas du tout les enlever. C'est un petit défaut. Si vous les enlevez, elles ne tiendront plus. Et c'est normal, il y a énormément de vibrations. Donc je vous fais voir comment on enlève le couteau diviseur. Pour ça, on prend l'outillage qui est sur le côté de la machine. Hop là. Donc on a 2 éléments. Alors les 2 éléments, ils sont nécessaires quand on démonte la scie. C'est-à-dire qu'il y en a un qui vient à l'arrière, se positionner là. Voilà. Et l'autre vient à l'avant pour forcer et puis du coup pour enlever l'écrou. Dans le cas présent, on a juste besoin de cette extrémité là. Et on dévisse gentiment. Voilà. Ouais, ça se fait assez vite hein, finalement. Donc quand on a dévissé sur quelques millimètres, alors, je vais poser l'appareil, ça sera plus simple avec les 2 mains. Donc là on se retrouve du coup avec l'écrou du diviseur. Il suffit donc d'appuyer sur la tête d'écrou. Vous voyez, elle s'enfonce. Il y a comme un rebond parce qu'il y a un système de ressort. On appuie là-dessus et en fait on n'a plus qu'à tirer le couteau diviseur qui s'enlève facilement. Alors après, si vous voulez travailler sans couteau diviseur, je vous conseillerais quand même de bien revisser cet écrou-là, parce que sinon il aura tendance, comme le reste des vis, à s'en aller. D'accord? Donc il faut redonner un petit coup avec la clé, c'est pas plus mal. Mais voilà, ça s'enlève assez rapidement quand on veut faire des rainures ou autre. C'est une protection qui est quand même facilement retirable du moment qu'on a la technique. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, ici, il y a juste une rainure au centre, ce qui fait qu'en fait, les vis sont juste faites pour plaquer la lame, enfin le petit capot métallique sur le côté du couteau diviseur. Donc il faut vraiment les laisser, et si vous les enlevez, je vous en supplie, mettez du frein filet, sinon vous allez avoir des ennuis. Donc voilà. Sinon, en ce qui concerne l'aspiration, vu qu'on est un petit peu dans les copeaux ici, c'est quand même relativement performant. Vous voyez, il y en a un petit peu ici sur la protection textile, mais au fond, c'est relativement propre, hein, il n'y a pas de problème. Donc avec un aspirateur à copeaux ordinaire, le mien, c'est celui-ci, ça se passe très bien. Voilà, j'espère que le tour de la machine et puis le descriptif de ses points forts et de ses faiblesses vous auront été utiles. Si c'est le cas, merci d'appuyer sur le petit pouce bleu en dessous de votre écran et puis n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous aurez connaissance des prochaines vidéos similaires que je posterai et qui du coup risquent également de vous intéresser. A très bientôt sur Copo & Co.